Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fond, est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bon? Ouais? C'est bon là? Ok. Donc, on va essayer de traiter d'un sujet qui est important. Je sais que c'est la fin de journée. Je sais que tout le monde est un petit peu fatigué. Vous avez fait de la route. Vous avez été bien patient toute l'après-midi. Inch'Allah, les enfants aussi. Et donc, je vais vous demander, je pense, à peu près 20 minutes d'attention. Mais je vais faire en sorte d'adapter l'intervention pour que, Inch'Allah, ce soit bénéfique. D'accord? Souvent, et le frère l'a refait tout à l'heure, on me présente comme un statisticien. Mais en fait, je ne suis pas statisticien à la base. Je suis probabiliste. Et il y a une différence entre les deux. C'est que le statisticien, il s'occupe de regarder des données, d'analyser des données, d'analyser des événements qui se sont déjà produits et qui se sont produits en général en série. On regarde les taux de mortalité sur la route, on regarde l'impact d'un médicament pendant un protocole de traitement. On regarde les statistiques du chômage et on essaie de les mettre en rapport avec d'autres variables dans la société. Le probabiliste, lui, il intervient avant ça, avant que les événements se soient réalisés, et il essaie d'estimer, il essaie de voir quelle est la mécanique de l'incertain. Et la différence entre les deux, c'est qu'un statisticien va regarder les données passées du chômage pour essayer d'expliquer la situation actuelle. Le probabiliste, lui, il va regarder cette situation actuelle, les données passées, pour essayer d'établir un modèle prédictif du chômage dans les années à venir. Et il va dire, voilà, le chômage, il peut varier entre tel et tel niveau, mais il ne va pas passer au-dessus de 12% et il ne va pas descendre en dessous de 4%. Et les chances que le taux de chômage soit entre 5,5 et 6% sont très fiables avec un seuil de confiance au-dessus de 90%. D'accord? Donc, cette mécanique de l'incertain, c'est ça qu'on appelle les probabilités. Et pourquoi est-ce que c'est un domaine qui est fascinant d'un certain point de vue? C'est que l'être humain, il n'est pas câblé, ni cognitivement, ni émotionnellement, pour gérer l'incertain. D'accord? Et le croyant, lui, par contre, il est parfaitement câblé pour ça. D'accord? Puisque la définition même de la croyance, la définition même de la foi, c'est d'admettre la réalité de quelque chose sans avoir besoin d'une preuve matérielle. C'est un acte de foi. D'accord? Et pour ceux d'entre vous qui connaissent quelques mots en arabe ou qui sont arabophones, il y a un mot qui est fascinant, c'est el-yaqin. El-yaqin en arabe, il a une double connotation. La double connotation, la double signification, c'est quoi? C'est el-yaqin, c'est la certitude au sens propre du terme. Tu es certain, tu vois comme une évidence manifeste, factuelle que, bah tiens, il y a telle chaise verte ici et telle chaise rouge ici, et tu le constates, tu as cette certitude-là. Et el-yaqin, c'est aussi un nom qu'on utilise pour la mort. D'accord? En d'autres termes, tu seras vraiment certain, le temps des certitudes, le temps de l'absolu, c'est le temps de la mort en fait. Tu crois en Dieu pendant toute ta vie et tu constates, tu réalises que c'est vrai le jour de ta mort. Tu crois en un paradis, tu crois en un enfer, tu crois en un jugement, tu crois en une plus haute vision du bien et du mal, et ça t'amène à faire du mieux que tu peux pour te comporter de la meilleure des façons dans ta vie, parce que tu crois que ça a un sens dans cette vie comme dans celle qui suit. Mais tu le crois, tu ne le vois pas avec certitude. Donc le croyant, lui, quelle que soit sa religion, et d'autant plus au sein des cultes monothéistes, il est câblé pour ça. Il est câblé pour ça parce que c'est littéralement ce qui fonde sa spiritualité, ce qui fonde son engagement religieux, et il est serein avec ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, quelle que soit votre foi par ailleurs, ou quelle que soit votre opinion par ailleurs. Je ne sais pas pour vous, mais ceux d'entre nous qui ont poursuivi des carrières scientifiques ou des études scientifiques, on avait cette idée que, ah ben tiens, on va chercher à valider le Coran ou à montrer la réalité ou la certitude ou la scientificité du Coran en liant le Coran à des phénomènes scientifiques. Bah tiens, le Coran parle de la planète et il dit qu'il est de telle forme, donc c'est bien la preuve que le Coran est authentique. Il y a telle réalité que l'on connaît aujourd'hui à propos de la biologie ou à propos de la physique quantique ou à propos de la chimie ou à propos de l'astronomie. Et ouais, merci beaucoup, merci Mohamed.
Et donc, en fait, on avait ce réflexe de dire, ouais, on a besoin de se donner des preuves physiques et scientifiques pour enraciner notre foi. Et au fil du temps, ça c'est des passages. Au fil du temps, tu te rends compte que, ouais, c'est super intéressant et ça te réconforte et ça te conforte dans le fait que tu sois croyant et plutôt monothéiste, d'accord? Mais au fil du temps, plus tu es à l'aise en science et plus tu es à l'aise dans ta foi, moins tu as besoin de cette approche quasi matérialiste, utilitaire de la foi. Et tu comprends que la foi, c'est une espèce de pas dans le vide, un pas d'amour, un pas de croyance, un pas spirituel. D'accord? Mais pourquoi j'insiste là-dessus en préambule? C'est que on est dans une société où ne pas savoir provoque une insécurité profonde. Si tu n'es pas au courant de tout, tu as l'impression que tu es exclu du jeu. Si tu ne maîtrises pas l'information, ou du moins si tu n'as pas le sentiment de maîtriser l'information, tu as l'impression de passer à quelque chose d'essentiel. D'où la boulimie de réseaux sociaux, de surinformation, de chaînes soi-disant info, et on pense qu'on va avoir une plus grande compréhension du monde en ayant accès à plus de contenu, plus d'informations, plus de déblatération factuelle ou non, ou mensongère ou propagandière dans leur plus essence, dans leur plus simple expression, et on pense qu'on va comprendre mieux le monde si on a accès à plus de ces contenus. Mais la réalité, c'est faux. Plus de ces discours, c'est plus de bruit, c'est plus d'incompréhension, et au bout du compte, c'est de l'information, mais elle n'est pas significative, elle n'est pas explicative. Au contraire, la plupart du temps, elle est anxiogène. Et c'est le drame des faits divers. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'actuel. Imagine, on est dans les années 50, 60, et tu ouvres les pages d'un grand journal ou d'un grand quotidien, et tu vas voir que les articles sont orientés d'une manière où on va donner une importance à des choses qui sont par définition problématiques et qui parfois relèvent du fait divers. Mais ça n'éclaire pas ta compréhension du monde. Ça peut l'éclairer sur tel sujet ou sur tel aspect spécifique qui concerne l'article, mais ce n'est pas comme ça que tu vas comprendre l'économie de manière générale, ou les politiques de santé publique, ou bien les schémas qui fonctionnent en éducation ou qui ne fonctionnent pas. Donc il y a toujours cet hyper-focus sur des choses qui sont relativement périphériques, qui sont de l'ordre du bruit, et on laisse de côté et on passe à côté le plus souvent de l'essentiel. Et il y a un aspect dans lequel c'est très cruel, c'est dans la prise de décision. La manière dont on prend les décisions importantes de notre vie, elles sont fondées par ça. Elles sont parfois abîmées par ça. Elles sont parfois dérivées par ça. D'accord ? Notre manière de prendre les décisions importantes. Les décisions importantes, c'est quelles études je vais poursuivre. Quel travail je vais accepter de prendre, quel pays je vais choisir pour vivre ou quelle région, avec qui je vais me marier, quel type de vie j'ai envie de mener, quel est mon projet éducatif au sein de ma famille. Toutes ces décisions importantes-là, la manière dont on les prend ne répond pas à une séquence planifiée, programmée, raisonnée. On prend l'exemple des études, par exemple. Si vous regardez les facteurs de choix des études, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont en haut de la liste et qui n'ont strictement rien à voir avec le projet de vie de la personne. J'ai choisi des études en sociologie parce que ma copine ou mon copain faisait les mêmes études et comme on était copines au lycée, on voudrait rester copines à la fac. Ben super, on est content pour toi, mais on ne sait pas si vous allez être copines toute la vie, mais par contre ton choix d'études, lui, il détermine un certain nombre de possibilités pour toi dans les 5 à 10 années à venir. J'étais nul en maths au collège, et donc j'ai choisi telle option par défaut au lycée, puis dans mon choix professionnel. D'accord, mais ça, c'est comme si tu étais déterminé par tes notes d'il y a 5 ans ou 6 ans, et que ça allait te coller pendant toute ta vie. Or, Dieu, il t'a câblé pour que tu puisses apprendre tout au long de ta vie. Et bien souvent, si tu te penches sur la copie d'un élève en mathématiques, ou un exemple tout bête, si vous êtes prof, vous savez ça par cœur. Tu prends la copie de 2 élèves qui ont 5 sur 20 en mathématiques. Et tu regardes dans le détail, qu'est-ce qui fait qu'il a 5 sur 20 ? Tu vas trouver qu'un élève, en fait, il a des erreurs de raisonnement, il a des erreurs conséquentielles, il dit A donc B, B donc D, alors qu'en fait, ça aurait dû donner C. Et tu comprends que dans son raisonnement ou dans sa compréhension du cours, il y a quelque chose qui n'a pas été acquis. Et puis l'autre élève, il a les mêmes notes, mais à chaque fois qu'il y a une démonstration à faire, l'intention, elle est la bonne, en fait. Son début de raisonnement, il est le bon, mais il fait des fautes de concentration, il ne termine pas l'examen en temps et en heure, il fait des fautes de calcul, sa copie, elle n'est pas propre, et tu vois qu'il n'y a pas de problème de compréhension, mais un problème de méthode. D'accord ? Et les deux tirent la conclusion de leur examen de « je suis nul en mathématiques ». Mais ça veut strictement rien dire.
Il y en a un qui a un problème de concentration et de méthode pendant l'examen. Il y en a un autre qui a des lacunes par rapport au cours. Et peut-être que c'est lié à ma manière de lui enseigner. Peut-être que c'est lié au fait que lui, il a des lacunes passées qui n'ont pas été rattrapées. Dans tous les cas, ça ne dit rien de son futur et de son potentiel en mathématiques. D'accord ? Or, les capacités qui sont évaluées en mathématiques en primaire et au collège, c'est essentiellement des capacités arithmétiques et des capacités d'exécution. Ça n'a rien à voir avec les capacités qu'on évalue chez un mathématicien au niveau de l'université ou au niveau du doctorat. En primaire, on évalue tes capacités de calcul et à suivre les instructions, addition, division, soustraction et ainsi de suite. À l'université, on évalue ta créativité et ta capacité à poser des questions. Parce qu'on suppose que tout ce qui est calculatoire, c'est déjà acquis. Donc quand quelqu'un arrive, il a 18, 19 ans, et il te dit « Moi, je ne peux pas poursuivre des études scientifiques parce que je suis nul en maths », ça veut strictement rien dire. Quand un avocat te dit « Je suis nul en maths », ça veut rien dire, puisqu'il est capable, c'est son métier, d'avoir un raisonnement déductif et d'argumenter et de démontrer, et c'est l'une des capacités principales en analyse mathématique. Donc, le fait de choisir en fonction du passé, parfois c'est une prison, c'est un fardeau. Tu te dis, voilà ce que mes parents ont vécu, voilà ce que moi j'ai vécu étant enfant, et ça me définit, j'ai vécu telle difficulté pendant mes études, ça va me suivre pendant toute ma vie. Mais en vérité, c'est juste une information. Vous savez, les gens, quand ils essayent quelque chose, ils essayent, ils échouent, pour eux, c'est la fin du processus. Mais tous les gens qui ont accompli quelque chose d'important, quelque chose de significatif, pour eux, cet échec-là, il était juste une information. La vie, c'est une itération. Ça veut dire que tu tentes quelque chose, tu rates, tu corriges. Tu rates, tu corriges. Tu rates, tu corriges. Tu rates, tu corriges. Et à chaque séquence, tu apprends quelque chose de nouveau à corriger jusqu'à ce que ce soit correct. Et là, ça fonctionne. Et là, tu réussis. Et en fait, tu n'aurais pas pu réussir si tu n'avais pas traversé toutes ces étapes successives où tu as appris de tes décisions passées et de tes erreurs passées. Donc, dans notre vie, quel que soit le sujet, que ce soit le sujet des études, que ce soit le sujet du travail, que ce soit l'entreprise, que ce soit les interactions sociales, que ce soit la vie de couple, que ce soit l'éducation de nos enfants, c'est un processus. On essaye, on rate, on corrige, on apprend jusqu'à ce que ça marche. Donc ceux d'entre vous qui ont eu des expériences d'échec, soyez pas déterminés par ça. Soyez pas bloqués par ça. Soyez pas face à un mur où vous vous dites « Ah là, l'affaire elle est pliée, je réussirai jamais dans ce domaine, où je suis vraiment nul par rapport à ça ». Ça veut strictement rien dire. Rien du tout. Rien du tout. La seule chose que ça veut dire, c'est tu révises ton examen de telle manière, tu prépares tes cours de telle autre manière, ça a tel impact. Ça, c'est une information expérimentale. Donc, par exemple, tu vas en cours de biologie et tu notes juste tout ce que dit le prof, mais tu ne te poses pas de questions, ben, au moment du cours, au moment de l'examen, pardon, tu vas avoir des bonnes notes dans les parties où il fallait restituer le cours, tu vas avoir beaucoup moins de points dans la partie où il fallait comprendre le mécanisme biologique dont il était question. D'accord ? Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Mais si tu es capable d'apprendre du fait que tu n'as pas eu ces 5 points dans l'examen, bah, tu vas en tirer des leçons la fois suivante. En lisant ton cours à l'avance, par exemple. En préparant des questions pour le prof. En lui demandant 5 minutes à la fin du cours. Est-ce que ça, c'est clair pour vous déjà ? Est-ce que vous comprenez le fait que mes choix, ils ne sont pas définis par mon expérience passée. Mon expérience passée, elle ne me détermine pas. Elle détermine juste ce qui va se passer si je reproduis les mêmes causes. Il y aura les mêmes conséquences. D'accord ? Et ça ne dit rien de mon futur. Pour ceux d'entre nous qui étudient et qui lisent l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'histoire des compagnons, vous voyez bien qu'il y a toute une séquence de leur vie à l'époque de l'Arabie, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans son travail de prédication et de réception du message divin. Et à partir du moment où ils ont été en contact avec lui pendant cette période, leur vie, elle a changé. Leur champ des possibles aussi a changé. Salman al-Farisi, qui était d'une famille de notables, qui est devenu ensuite au service d'un prêtre, puis qui est devenu esclave, puis qui a été libéré, puis qui est devenu stratège militaire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui est devenu juge, puis qui est devenu gouverneur d'une province entière. S'il croyait qu'il était défini par son passé, à chaque moment de sa vie, il pourrait dire c'est la fin, quoi. Mais il n'était pas défini par ça. Il était défini par son futur. Il était défini par cette idée qu'il avait en lui que je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas quel nom poser sur ça, mais je crois en un Dieu unique. Je ne sais pas à quoi il ressemble,
Je ne sais pas quelle personnalité il a. Je ne sais pas exactement quel est son message. Mais je crois qu'il y a un prophète qui arrive, sallallahu alayhi wa sallam, et que ça va changer notre vie à tous. D'accord? Et donc il était bien défini par son futur. Et pour ce futur-là, pour cette idée-là, il était prêt à tout sacrifier et à tout endurer. Donc quand on en arrive à prendre des décisions importantes, au lieu de prendre les choses par le passé, au lieu de dire « ouais, j'ai galéré la dernière fois, donc je vais galérer cette fois-ci », il faut prendre le problème exactement en sens inverse. J'ai galéré la dernière fois, pourquoi j'ai galéré la dernière fois? Qu'est-ce que j'avais fait? Quelles leçons j'en tire? Et ça, c'est une base d'information. C'est comme un livre, sauf que ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. D'accord? Et j'en tire des leçons. D'accord? Et maintenant, je vais prendre le problème exactement à l'inverse. Le jour où je mourrai, s'il y a une biographie de moi, anonyme, qui fait 1 ou 2 pages, j'aimerais qu'il y ait écrit quoi là-dessus? C'est quoi l'histoire de ma vie, l'histoire que je vais accomplir dans les années qui viennent? Est-ce que c'est l'histoire d'une femme qui a fondé un hôpital dans une région où il y avait vraiment un problème de santé et qui a été capable de le rendre utile et accessible au plus grand nombre? Est-ce que c'est l'histoire d'un homme qui a écrit un livre pour enfants qui a inspiré toute une génération? Est-ce que c'est l'histoire d'un boulanger complètement anonyme qui terminait son service et après tout le pain qui n'avait pas été vendu, il prenait dans sa charrette, il le mettait sur son vélo et après il passait dans toute la ville pour distribuer le pain qui restait aux personnes qui sont sans abri? Vraie histoire par ailleurs. Est-ce que c'est l'histoire de quelqu'un qui est super fort techniquement et qui va inventer une appli ou un logiciel qui va permettre de rendre accessible l'éducation et des contenus en français, en arabe, en mathématiques, dans toutes les langues, d'accord, pour des gens qui n'ont pas accès à une école près de chez eux? C'est quelle histoire que j'ai envie de raconter? Et une fois que j'ai identifié ça, eh ben en fait, je vais partir en marche arrière. Je ne sais pas combien de temps Allah subhanahu wa ta'ala va me permettre de vivre, mais si il me donne 10 ans à vivre, dans 10 ans, où est-ce que je dois être? Et qu'est-ce que je dois faire? Pour que je sois dans cette position dans 10 ans, où est-ce que je dois être à l'année 9? Pour que l'année 9 soit possible, quelles actions doivent avoir été menées entre l'année 5 et 8? Et pour que ce chemin des possibles me soit accessible aujourd'hui, quel choix je dois faire aujourd'hui? Donc quel chemin, quelle séquence d'événements j'ouvre par ma décision d'aujourd'hui? Et ensuite, on suit un processus. C'est que on formule des hypothèses. Prenons un choix concret, on va dire un choix professionnel. D'accord? Je suis à une intersection, j'ai plusieurs possibilités. Je peux monter mon entreprise, je peux aller travailler pour une entreprise très compétitive, je peux choisir d'aller travailler pour une association ou une institution locale, ou je peux choisir de prendre une année de pause pour écrire un bouquin ou monter un projet personnel. Et donc j'ai ces possibilités parce que j'ai les diplômes qui vont avec, les contacts qui vont avec ou d'autres facilités. Ok, est-ce qu'il y en a une où vraiment j'ai une préférence majeure ou un problème majeur? Par exemple, l'entreprise qui me propose un job, elle propose un salaire très intéressant, mais le contenu du poste, franchement, il va me mettre en contradiction morale 3 fois sur 5. Et je n'ai pas envie, moi, à ce stade de ma carrière, de faire ce type de compromis. Ok, donc ça, c'est une hypothèse que je peux mettre de côté. Ensuite, est-ce que moi, à ce stade-là, je peux me permettre de prendre une année pour écrire le bouquin? Oui, j'ai à peu près les idées, mais par contre, au niveau familial, j'ai une charge financière qui est importante et je ne peux pas me permettre de prendre un an comme ça. Mais par contre, je peux aménager, je peux passer au 4/5e pour libérer une journée et commencer au moins à travailler sur mon synopsis et mon idée de scénario ou mon idée de livre. Il reste 2 hypothèses principales. Fonder mon entreprise avec un paquet de départ et avec des contacts de départ parce que j'ai quelques clients, ou bien travailler pour une structure locale, même si je vais être un peu moins payé que dans une grosse boîte. Ok, est-ce qu'il y a une mauvaise option parmi ces deux-là? Non, il n'y a pas une mauvaise option. Est-ce que je dois exclure l'une d'entre elles en disant, voilà, c'est noir ou blanc, c'est absolument celle-ci ou absolument celle-là? Non, parce que je peux essayer mon projet d'entreprise, et si ça ne marche pas, je peux aller travailler dans l'ONG qui m'avait proposé un poste. Je peux travailler dans l'ONG qui m'avait proposé un poste. Et si je vois que ce n'est pas concluant pour moi, j'ai toujours mon projet d'entreprise sur lequel j'ai planché les week-ends et les soirs. Et de cette manière-là, je n'ai pas le regret de me dire « Ah, mais si j'avais essayé autre chose », si j'ai exclu une piste, c'est pour une bonne raison.
Et si j'en ai laissé une possible, c'est parce que je n'ai pas besoin d'y renoncer à ce stade. Et ensuite, je prends conseil autour de moi. Je prends conseil avec mon conjoint, je prends conseil avec mes parents, je prends conseil avec des professionnels du secteur qui ont travaillé sur une idée d'entreprise semblable à la mienne et qui vont éclairer ma compréhension. Je prends conseil avec des juristes, je prends conseil avec des gens qui ont travaillé dans l'ONG dont on parlait tout à l'heure et qui ont eu une expérience et qui vont dire « Franchement, c'est intéressant au début, mais je ne pense pas que ce soit pour toi. Peut-être que tu peux les aider autrement sur une partie professionnelle ou autre chose dans ce genre. » Donc je prends conseil et à partir du moment où j'ai établi un plan pour chacune des options, j'ai bien pris conseil, j'ai analysé les pour et les contre, là, on fait ce que les musulmans font, on prie et on s'en remet à Dieu et on lui demande de nous éclairer un chemin clair, de nous faciliter un chemin clair. Si c'est le chemin qui facilite le projet A, alors qu'il nous facilite ce chemin et qu'il nous récompense pour ça. Si c'est un chemin qui exclut le projet A, on demande qu'il nous donne meilleur que ça et qu'il nous accorde la satisfaction de ce projet alternatif. Et c'est comme ça que, en fait, tu ne prends jamais de mauvaises décisions. Parce que tu t'es assuré de pourquoi tu les fais, tu t'es assuré d'un plan B, tu sais pourquoi il y a des avantages et des inconvénients dans celui-ci. Il est concerté avec ton entourage, donc il n'y a pas ton époux ou ton épouse qui va dire « Ouais, mais on avait dit A, et finalement tu avais dit B, et tes parents qui disent « Mais on t'attendait à C. » Et tu n'as pas ça, parce que tu as écouté leur avis et tu as expliqué le sens de ta décision. Et puis, si ça ne se réalise pas, tu es super content parce que tu sais que le chemin B ou le chemin C ou le chemin D sur lequel tu vas te situer, en fait, il va être pas moins bien. Il va parfois être même meilleur et tu auras appris des expériences précédentes. Et c'est ça qui va, au fur et à mesure, te décomplexer, te donner encore plus confiance en toi et encore plus confiance en Dieu dans ta capacité à explorer des projets, puis à passer au suivant, puis à passer au suivant. Et c'est comme ça qu'un jour, un de tes projets sera décisif et c'est ça le projet de ta vie. D'accord ? Donc, vous voyez que mon message, et je vais terminer là-dessus, il est simple. On n'est pas défini, on n'est pas déterminé, on n'est pas enfermé par ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, même si c'était parfois difficile, et c'était aussi enrichissant. De nos expériences de vie, des expériences de nos parents, de l'histoire de notre famille, de l'histoire de nos communautés locales, on apprend. Même si parfois c'est douloureux sur le moment, on va tirer des leçons de ça. 3. Lorsqu'on fait des choix, on regarde devant. Mais on sait ce qui s'est passé derrière. Mais on regarde devant. Et on regarde et on planifie avec méthode. 4. On se concerte et on prend un avis autour de nous auprès de gens dont on estime la capacité de discernement, les connaissances, l'intégrité morale, pour qu'eux nous donnent leurs conseils. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire à la lettre, mais au moins on a des informations pour prendre une décision qu'on appelle éclairée. 5. Une fois qu'on a identifié 2 ou 3 champs des possibles, on en choisit un, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, on prie et on invoque, et ensuite on prend une décision. 6. On met en œuvre tous les moyens, avec la détermination qu'il faut, et toute l'énergie qu'il faut pour que ça réussisse. 7. Tout au long du process, on documente ça, on apprend de ça. Comment j'ai lancé mon entreprise, comment j'ai participé à l'ONG, comment ça s'est passé les premiers mois, de sorte que si on arrive à une difficulté ou que le projet doit s'arrêter pour quelque raison que ce soit, eh bien on en aura tiré malgré tout le meilleur bénéfice. Et c'est l'histoire, encore une fois, de tous les gens qui ont accompli des projets importants. Avant d'avoir une histoire de succès, ils avaient une histoire de l'échec. Avant d'avoir une histoire de certitude, ils avaient une histoire de questions. Et si je vous dis ça, ce n'est pas du discours managérial ou du discours d'entreprise ou du discours d'expert, c'est le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son premier réflexe, au moment où il accomplit l'acte le plus décisif de sa vie. Son premier réflexe, le jour où sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation. Son premier réflexe, j'ai bien dit le premier, Jibril alayhi salam lui révèle un message. Son premier réflexe, c'est de courir voir sa femme et de dire qu'il a peur et qu'il a des doutes et qu'il a des questions. Donc le meilleur d'entre nous, le plus fort d'entre nous, le plus digne d'entre vous, le plus savant d'entre nous, le plus fort, le plus courageux, le plus sincère d'entre nous, il était capable d'avoir ces moments d'interrogation et de se remettre en question, y compris lorsqu'il avait des moments importants et des décisions importantes à prendre. C'est l'exemple qu'on essaie de suivre, Inch'Allah. Barakallahu fikum.